Aïe, 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 mes pauvres amis, vous êtes sevrés de Coupe du Monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de match, mais heureusement, la classe foot est là, la First Team est là. Et en plus, pour commencer, on vous montre la plus belle action de cette Coupe du Monde. Merci, Michy Batshuayi. Le dégagement, passe décisive, but de la tête. Célébration meilleure que Fortnite, bien sûr. Merci à toi. Allez, on kiffe. Merci. Entrée, c'est la classe foot. Le vendredi midi, c'est la classe foot comme d'habitude en direct chez la First Team. On se régale avec vous, avec toute la bande. Dans un instant, on va parler de ces huitièmes de finale, preview spéciale. On est en direct, je le rappelle, sur le stream, bien sûr, sur la chaîne YouTube First Team. On se retrouve comme d'habitude en différé, en replay. Et puis, on prend vos commentaires, vos questions, vos clashs qui sentent le football, qui sentent le vestiaire, parce qu'on adore ça. Ça pue le foot ici aussi. Et Erwan à votre tête. Ça pue tout court, il y a des mecs, les gars, touchez-vous les mecs, parce que la Coupe du Monde, ça fait quand même 10 jours qu'elle a commencé. J'aimerais bien un peu qu'on se voit souvent. Là, j'aimerais bien une autre odeur sur ce plateau. Le roi de la punchline est chaud et c'est tant mieux. Il y en a un autre qui est impatient d'en découdre parce que France-Argentine, c'est demain. Thomas Dufan. Ouais. Ah, c'est ça l'odeur. Ça sent la merde. C'est ce que j'allais dire. Attention, attention. Le directeur de la publication, de la direction, de la rédaction d'Oh My Goal est là lui aussi. Il a la chair de poule avant ce France-Argentine. Maxime Orbet. Ouais, on est là et quelque part un peu triste que la phase de poule soit terminée, mais impatient de voir les gros matchs commencer. Et vous le voyez sur son cœur. On va parler du Brésil aujourd'hui dans cette émission. Tout le monde est royalement habillé. Manu, ça change de d'habitude en plus. Oh, vous êtes des salauds. Non, voilà, le petit t-shirt du Brésil. Pour ceux qui me connaissaient en 2006, voilà, vous avez reconnu puis, un t-shirt qui m'a beaucoup servi. On est offert par nos amis de 415. C'est vrai. Si vous voulez ces beaux t-shirts, il y en a plein d'autres. Ils sont très réactifs. Il y a notamment le fameux Diego Maradona qui met 2 doigts comme ça. C'est pas l'index, mais c'est l'autre. Et ils sont déjà disponibles. Donc allez sur la boutique 415 de nos amis. Ils m'ont personnellement relooké. Voilà, donc bravo à eux. Et Dieu sait qu'il y avait du taf. Aujourd'hui au programme, dans la récréation, le grand débat de la classe foot comme chaque vendredi midi. Le grand débat sera sur le Brésil. Le Brésil fonce-t-il vers un 6e titre dans ce mondial? On fera les previews de ces 8e de finale. Et puis il y aura l'instant Oh My Goal, l'Allemagne dehors, panique à bâbord. On a des infos, on en parle de cet échec, ce fiasco allemand. Il y aura l'interrogation surprise. Et puis on vous montre tout de suite le programme de la First Team parce qu'on colle à l'équipe de France. Donc dès demain, preview d'avant-match la First Team avec Nicolas Maurice Belay, l'ancien joueur de Ligue 1 que vous connaissez tous, qui sera présent en plateau avant-match, après-match France-Argentine en direct avec la First Team. Et puis ensuite, pour les quarts de finale, on s'adapte également la semaine prochaine par rapport au match des Bleus ou non. Voilà, on vous donnera des infos, peut-être émission mercredi puis vendredi, parce que si la France joue vendredi, on sera là également. Voilà, on en parle, mais on sera là jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Fin des bavardages, tout de suite, les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Les news baptisées en une touche, comme chaque semaine, en une touche, on s'échange la balle sur les dernières infos spéciales équipe de France. Ces infos spéciales équipe de France ce vendredi, avec d'abord les Bleus qui étaient à huis clos hier. Pour une fois, la composition d'équipe n'a pas fuité et ça fait plaisir. Les Bleus qui se recentrent, les Bleus qui étaient donc encore à Istra avant de partir à Kazan aujourd'hui pour ce match face à l'Argentine. Les Bleus qui sont à l'image de Paul Pogba, un petit peu ennuyés parfois entre les entraînements. Du coup, Polo s'est fait un petit mini basket. On doit voir l'image. Regardez, Polo, non pas Paul Harrer, mais bien Paul L'autre Pogba. Polo. Non, ça c'est notre ami Hernandez, bien sûr, dont on parlera dans ces news, qui s'est blessé au fessier. Si on n'a pas l'image, on va aller foncer sur la composition. La compo probable. Ah, Paul Pogba. Paul Pogba qui régale la First Team. Oh oui. Basket. Voilà, Olé. ça c'est Polo. Ça c'est Polo comme on l'aime. En plus d'être polyglotte, il met des paniers de basket avec ses pieds. Incroyable, parce qu'on a vu cette semaine qu'en plus de parler italien, parce qu'il a la Juve, français, anglais, il parle aussi espagnol. Chapeau l'artiste. Il est prêt, on va l'appeler. Il est prêt pour tous les grands championnats. Alors cette équipe de France, comme je disais, à huis clos, avec cette compo qui n'a pas fuité pour une fois, Didier Deschamps est ravi. On a quand même, nous, une idée de cette compo. On se dit que Deschamps va reprendre la même que lors du deuxième match face au Pérou, avec Hernandez, certes, qui est incertain, blessure au fessier, on en saura plus dans la journée. Mais donc, ça pourrait être ce même 4-2-3-1. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps prépare peut-être une surprise, Manu?
On n'en sait pas grand-chose, hein, parce que l'entraînement, voilà, oui, complètement, on n'en sait pas grand-chose. Non, je pense qu'il repartira sur cette composition contre le Pérou. Je me pensais à un moment donné, en ayant vu cette équipe d'Argentine jouer avec ses latéraux qui parfois sont un petit peu en difficulté, je me posais la question de savoir s'il allait jouer dans un 4-3-3. Et puis finalement, je suis revenu un peu à mes esprits. Je me suis dit non, Deschamps ne fera jamais ça en huitième de finale de la Coupe du Monde. Donc oui, on peut partir sur cette. Regarde, Laurent Blanc avait bien changé d'idée une fois avec le PSG face à Manchester. Je me souviens qu'un mec l'avait annoncé en prime time et qu'il s'était fait démonter sur Twitter. Thibaut Verzière. Ouais, Verzière qui avait une vraie info. Là, il n'y a rien à annoncer, mais du coup, est-ce que Didier Deschamps pourrait pas quand même, face à Max, à l'Argentine, se dire un petit plan anti-Messi, tout le monde ne parle que de lui? Ça serait vraiment la mauvaise idée, je pense, de faire un plan anti-Messi, parce que déjà, collectivement, la France doit montrer qu'elle est plus forte que l'Argentine et se mettre... on a vu, il y a des milliers d'équipes qui ont affronté Messi et qui se sont dit on va faire un plan anti-Messi en mettant des joueurs en marquage individuel. Ça n'a jamais fonctionné. Il faut que l'équipe soit forte collectivement pour prendre le pas sur l'individuel. Et je pense qu'avec cette compo, c'est quelque part les 11 meilleurs joueurs, en tout cas, un 11 type qui se dégage, même si j'en suis vraiment pas fan, moi, perso. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va partir d'abord sur cette compo et qu'on a les joueurs pour contrarier Messi, des joueurs athlétiques du milieu de terrain. On pense évidemment à Pogba et Kanté qui vont devoir travailler énormément défensivement, être surtout hyper concentré parce que moi, ma grande crainte, c'est qu'on fasse cette petite erreur. Alors souvent, je pense à Varane contre l'Allemagne en 2014 sur la tête du Mels. Tu dis, mon gars, si tu tiens un peu le duel, on peut avoir une fin de match un peu sympa. Donc si on ne fait aucune erreur, je me dis qu'on a absolument tout à gagner dans ce match-là. L'enjeu de ce match, c'est la maîtrise des nerfs, c'est la maîtrise des émotions, parce que c'est un huitième de finale et qu'en face, il va y avoir des vrais guerriers. Alors pas forcément collectivement la meilleure équipe du monde, ça c'est sûr, mais des guerriers et des mecs qui vont pourrir le match tout au long du match. On l'a vu d'ailleurs sur leur dernier match de poule, les Argentins, de quoi ils sont capables à ce niveau-là. Et c'est là où ça va être un vrai test pour les choix de Deschamps et cette jeune génération qu'on présente avec un grand potentiel, mais le potentiel ne suffit pas. Est-ce qu'il va pas falloir aussi, alors on parle des nerfs forcément, d'être en place, bien défendre, voir comment gérer Messi. Mais cette équipe de France, je pense qu'on en a encore sous le capot. J'espère en tout cas qu'on en a sous le capot. On est quand même très déçus de ce premier tour de poule au niveau du contenu. Mathématiquement, les matheux sont contents. Mais moi, je suis désolé, les maths, c'est pas mon truc. J'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette équipe. Est-ce qu'elle peut proposer du jeu, mettre cette défense argentine qui est en grande difficulté depuis le début de la Coupe du Monde, qui est repassée à 4 derrière. Ça allait un peu mieux sur le dernier match de poule, mais on peut quand même les mettre à mal. On a des mecs qui vont vite. Avec Giroud devant, on va pouvoir leur mettre de l'impact. Autour Griezmann, Mbappé, j'allais dire Matuidi, ça me fait mal. Mais avec, on va pouvoir leur mettre vraiment de l'impact, avoir un peu plus d'espace. J'espère qu'on peut les mettre vraiment à mal. Ça te fait mal de parler de Matuidi. Dans les commentaires, Matuidi, il prend aussi très cher. Beaucoup disent, mais Nabil Fekir, à chaque fois qu'il rentre, il apporte. Est-ce que cette équipe, face à la Grinta Argentine, une équipe d'Argentine faible défensivement, on le répète, qui rate son mondial, on le répète aussi, il faut plutôt appuyer sur l'offensive ou rester avec cet équilibre très important qu'on connaît, et puis ce pragmatisme Didier Deschamps, Tom? Moi, clairement, je pense qu'il faut qu'on joue avec Matuidi. Je pense que là, on a, surtout sur le côté droit, avec Mbappé, de la vitesse, il y aura des espaces, et tu l'as dit, la défense centrale, Roro, Otamendi et clairement Kata. Donc, il y aura à la fois des espaces pour la première fois dans cette Coupe du Monde, il y aura des moments importants, et ça va être cette gestion-là qui va être très intéressante. Moi, je pense que Matuidi, il a l'habitude du haut niveau, il a fait une super saison avec la Juve, faut qu'il joue. Mais les latéraux sont faibles en face. Après, pourquoi on n'appuie pas? Ouais, mais d'accord, mais si Mbappé, tu vois, c'est toujours pareil, tu peux être déséquilibré, mais Deschamps, avant de vouloir marquer des buts, il va vouloir ne pas en prendre. Et t'as beau dire ce que tu veux, même si l'Argentine, moi je pense qu'intrinsèquement on est plus forte que cette équipe, qu'on a des éléments offensifs, même s'ils ont Messi, où on est en talent supérieur à cette équipe-là. Deschamps, malgré cette équipe-là, il voudra d'abord ne pas encaisser de but avant d'aller en mettre. Moi ça me va. Hein. Mais Deschamps, il va vouloir autre chose aussi. C'est que le match où Matuidi, donc c'était face au Pérou, où il joue, il est gauche. Matuidi ne touche pas un seul ballon. Non. Il va pas vouloir que son choix soit encore critiqué. Donc je pense que Matuidi, contrairement face au Pérou, il va plus rentrer dans le milieu de terrain. Il va venir s'intégrer à Pogba et à Kanté pour contrer Messi. À la fois pour contrer Messi et aussi pour libérer l'espace sur les côtés à Mbappé et Griezmann, qui là, je pense, vont plus tourner tous les deux autour de Giroud. Je vois pas trop Griezmann être tout le temps dans l'axe. Je le vois partir à droite, partir à gauche. Ouais. Non, j'espère qu'il va jouer un peu plus haut, Griezmann, que décrocher ce qu'il a fait sur le dernier match, parce que ça sera complètement inutile et c'est tout ce qu'on attend en tout cas pour ce huitième de finale. Il y a un commentaire, tu viens de parler de Giroud, qui dit un avis sur Giroud. Perso, je peux pas le voir, il ralentit le jeu, il fera rien offensivement à part sa taille. C'est dur, hein, c'est faux. C'est quand même très dur. Il on est quand même limite dans le délit de sale gueule, hein, quand j'entends ce genre de commentaires sur Giroud. On peut lui
ne pas aimer le style du bonhomme. Au bout d'un moment, c'est quand même un profil unique. Et chaque fois qu'il est là, les mecs autour, j'ai l'impression quand même qu'ils sont contents d'avoir 2-3 remises de jeu. Alors certes, il va pas vite, mais par contre dans les remises, lui, il accélère le jeu. Ralentir le jeu, en effet, c'est faux parce que lui, il joue sur une touche de balle. T'as pas besoin de courir d'être Usain Bolt pour accélérer le jeu. On est juste meilleur avec lui en fait. On peut discuter Milan de son profil et tout, j'entends. Moi, je suis persuadé qu'on est meilleur avec Giroud et Griezmann derrière avec Mbappé sur un côté plutôt qu'avec Griezmann en neuf. Donc c'est juste une réalité. On l'a vu sur le premier match, on a été catastrophique. On a été entre guillemets un peu meilleur sur le deuxième match parce que Giroud était là. Faut pas que Griezmann et Giroud soient coupés l'un de l'autre. On a vu que c'était la bonne tactique qui avait été faite par les Danois avec le bon travail de Christensen qui a empêché justement cette connexion entre les deux garçons. Mais en effet, oui, on est obligé de jouer avec Giroud et quelque part il fluidifie le jeu. C'est-à-dire que comme on le disait il y a quelques semaines, c'est pas le mec athlétiquement le plus rapide, mais par contre par sa prise de décision et le fait qu'il ne retouche pas le ballon 4 fois avant de faire une passe, et généralement ça nous permet d'aller plus quand on voit l'attaque française, mais quand on voit la compo probable aussi de nos amis argentins, est-ce que c'est pas plus fort Di Maria, Higuaín, Messi sur le banc, Agüero? Il fait une coupe du monde très compliquée. Il est à l'envers. Il est tellement à l'envers, Di Maria. Après, on a vu cette équipe-là, à un moment donné, je sais plus qui c'est qui met le ballon incroyable sur Messi contre le Nigeria. Banega. Ouais, Banega. Alors, ils sont capables ces mecs-là, par contre, sourds. Bien sûr. Donc, encore heureux. On sera toujours. Après, je trouve que c'est une équipe, certes, qui s'est qualifiée à l'arrache, donc ça peut amener une énergie positive. Après, c'est le débat qu'on avait un peu avant l'émission, c'est est-ce que c'est une équipe qui s'est enfin lancée dans sa Coupe du Monde ou est-ce que c'est une équipe finalement qui a fait le minimum et que finalement ça veut dire contre le Nigeria, c'est un trompe-l'œil. J'oublie pas qu'ils ont marqué, qu'ils ont pris un but face au Nigeria, ils sont mis en grand danger jusqu'à la fin. Moi, c'est une équipe. Va falloir leur mettre de l'impact d'entrée, leur montrer qu'on est plus fort que ces mecs-là et les faire bégayer rapidement. L'énorme problème de cette Argentine, c'est la ligne de 4 devant qui joue exactement sur la même ligne. On l'avait vu contre l'Islande, on l'a revu contre le Nigeria et notamment Di Maria. Il est invisible parce qu'il joue beaucoup trop haut, il doit redescendre, essayer de récupérer des ballons, aussi, alimenter complètement. Et ce qu'il a réussi à faire, alors tu vois, j'ai beaucoup charrié Gernot Rohr sur la précédente émission, mais il a réussi à faire un truc, c'est qu'il a quand même réussi à couper, on va dire, Messi du reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait des phases de 5-10 minutes où tu voyais Messi faire des appels, demander le ballon et ne pas le recevoir. Sampaoli aussi a réussi ça. Sampaoli a annoncé avant le dernier match, Sampaoli qui n'est plus qu'un entraîneur de pacotille, quand je veux dire ça parce que les joueurs ont pris le pouvoir, non pas pour remettre en cause ses qualités. Ça veut dire que Messi, et c'est ce qu'il a dit avant le dernier match, va avoir tous les ballons. Il a dit on joue pour Messi. Est-ce que c'est une erreur aujourd'hui? Demande à l'Islande, hein. On a vu clairement contre l'Islande, quand ils font ce petit 1 partout, c'est 1 partout, 0, 1 partout. Un partout, ouais. Que tout passe par Messi, le tout Messi, ça marche pas. Alors l'Islande est défensivement une défense collective assez incroyable. Certes, je pense que les Français peuvent rivaliser là-dessus. Maintenant, le tout pour Messi, c'est comme au basket avec LeBron James. Alors je me permets de faire ce parallèle-là, mais tu peux avoir le meilleur joueur du monde, mais si tout passe par lui, tout devient prévisible et tout est beaucoup plus facile à défendre. J'espère qu'ils feront ça les Argentins, ça serait bon signe pour nous. Sauf quand ils rentrent dans une phase de réussite. On se rappelle, je sais plus face à quelle équipe c'était leur dernier match de qualification. Mais leur dernier match de qualification. Avec Fonseca qui devient fou là. Ouais, du match là, totalement oublié. Bref, peu importe, mais à ce moment-là, ils font tout pour Messi. Messi claque un triplé et ça marche et ça passe. Donc si Messi entre en réussite, tout dépendra en fait du rapport de force entre Messi et la défense française. Si c'est la défense française, Manu, tu l'as dit tout à l'heure avant l'émission, tout le temps les gardiens qui jouent face à Messi, c'est eux qui font les meilleurs matchs si l'Argentine ne gagne pas. Et ben là, si derrière c'est la France, si c'est Lloris qui gagnent le rapport de force, on peut espérer quelque chose. Répéter que le tournoi commençait maintenant, les huitièmes de finale, c'est autre chose que les phases de poule. Est-ce que vous pensez que cette Argentine peut passer du tout au tout et changer parce qu'elle a été terriblement inefficace et mauvaise en phase de poule? Moi, j'y crois pas. Je crois que ça va être un match de grinta. L'Argentine, il ne leur reste plus que ça, honnêtement. Je suis pas inquiet dans le jeu purement footballistique de l'Argentine. Je pense que ça va être un match. Ils vont arriver avec les armes qu'ils ont, c'est-à-dire Messi et la grinta. Et au bout d'un moment, les Français, il va falloir qu'ils répondent au combat, qu'ils soient vraiment dans l'impact, voire supérieur à ça. Et je pense que ça passera si, par contre, on n'est pas présent dans le combat et qu'on continue un peu avec des états d'âme à vouloir toucher la balle 63 fois avant de la rendre. Là, on va se mettre en difficulté. En parlant de combat, juste, alors Manu, tu vas nous dire, il y a l'incertitude Hernandez qui donc s'est blessé au fessier lors du dernier match de poule. Il pourrait ne pas jouer. Est-ce que c'est vraiment un problème pour les Bleus? Parce qu'il avait été très fiable défensivement. Alors, il y a une question qui se pose, c'est que qui pour remplacer Hernandez si jamais il peut
peut pas tenir sa place demain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il aurait fait un décrassage à l'hôtel que personne n'aurait vu, mais que les joueurs ont raconté en conférence de presse. Il pourrait participer à l'entraînement qui aura lieu aujourd'hui. On ne sait pas trop où d'ailleurs, parce que Deschamps veut brouiller les cartes et surtout pas montrer sa position. Orléans, je crois, mais apparemment, il sera pas au stade, pas à la Kazan Arena. Ça paraît être une certitude. Le souci, c'est qu'on parlait beaucoup tout à l'heure de Matuidi côté gauche, mais tout va dépendre aussi de la place ou de la présence ou non, bien sûr, de Hernandez. Il y a bien évidemment Benjamin Mendy, mais le staff a de gros doutes sur le fait qu'il puisse tenir 90 minutes à haute intensité. C'est pas possible. Ou alors tu peux, bien sûr, parce que à gauche, c'est Qatar, hein. ou après t'as Sidibé à gauche, mais il est pas sur son bon pied, ça va être un petit peu Peut-être qu'il sera compliqué. mieux meilleur qu'à droite. Il joue un match sur deux à Je crois Monaco à qu'il- gauche. Ah, mais hein. Sidibé, c'est plus sur son bon pied. Je crois qu'il est plus dans la bonne compétence. Non, là, il est plus. Ouais, c'est Plus dans le bon ça. sport. Il est Donc plus dans le bon c'est vrai que sport. c'est un point d'interrogation, sachant que ça sera sur le côté de Messi quand même. Hein, donc il faut, Après, Messi a pouvoir quand se même poser hyper plein de tendance questions. à se balader sur tout le front de l'attaque. C'est vrai qu'il joue un peu à droite, mais. Puis il y a le match-up Mais- Umtiti, il le connaît un petit peu quand même. hein. Donc c'est vrai que moi j'ai Umtiti l'impression connaît. que. Pardon. Umtiti le connaît. Ouais. N'Golo Kanté peut le mettre dans sa poche parce qu'il court 3 fois le tour de la planète. Ça va être intéressant de voir c'est ce intéressant. duel, ouais. Et il y a Presnel Kimpembe qu'il connaît très bien. Et il y a eu ce doute. Est-ce qu'il pourrait y avoir la surprise des champs de titulariser Kimpembe qui est dur au mal, fort dans l'impact, Jean-Pierre Guénage, et qui du coup, Guénage. excellent, ça. et qui du coup pourrait être la surprise de cette compo, sachant que sur les 2 premiers matchs, désolé, mais vous m'avez tous dit qu'Umtiti c'était pas la sécurité sociale. Alors c'est bizarre parce que Kipembe, il a pas fait un grand match contre le Danemark, mais par contre, il s'est presque imposé comme une possible solution si jamais Umtiti avait une défaillance, quoi que ce soit. Moi, il y a juste une chose que j'aimerais bien remettre en perspective. On parle énormément, et on a énormément parlé cette semaine, de l'excellent match de Kipembe lors du PSG-Barça de l'an dernier, gagné 4-0 au Parc des Princes. Oui, il a été très bon. Oui, il a gagné un duel symbolique et très important face à Messi. Mais il faut aussi rappeler que la mise en place tactique de ce Paris Saint-Germain-là, ce jour-là, est absolument parfaite et l'a aussi aidé à réaliser le grand match qu'il a fait. Et parce qu'il joue aussi en défense centrale. Face à une équipe de Barcelone qui avait été dramatique. Un PSG qui avait été très grand, surtout. Il y a Moi, joué en c'est mon défense avis. centrale ce jour-là. Si tu le mets arrière gauche pour contrer Messi, ça sert strictement Bien à sûr. rien. Hein. Il se balade sur le front de l'attaque, on vient de le Là, dire. j'en parlais vraiment à la place d'Umtiti, en défense centrale. Ouais. Ah, d'accord, pour jouer en défense centrale, mais même en défense centrale, ce sera un aveu de faiblesse. Il connaît très bien Messi, il le connaît largement moins bien que Umtiti, qui l'affronte tous les jours à l'entraînement depuis maintenant 9 mois. Quoi. Non, puis Deschamps, c'est pas quelqu'un qui prend des risques, c'est pas un inventif, c'est pas un créatif. Voilà, c'est un mec qui est sur ses croyances et clairement, Umtiti Varane, c'est sa doublette centrale. Hein. Il va le mettre quoi qu'il arrive. Et ce qui va compter, c'est l'historique. Parce que Deschamps, tu sais comment il fonctionne. C'est un général, un commandant qui part avec ses soldats. Là, pour un 8e de finale de Coupe du Monde, tu sais très bien que tous les gens qui ont compté dans l'ère Deschamps depuis le début, depuis le moment où il a remplacé Laurent Blanc, tu sais que c'est ces garçons-là avec qui il va aller à la guerre. Et c'est pour ça que on peut quand même penser que Matuidi commencera et que Umtiti, excuse-moi, sera assurément titulaire. Bon, vous serez en direct en avant-match avec la First Team, avec la classe foot sur la chaîne YouTube, sur Oh My Goal, sur le stream demain à partir de 15h, à peu près 1 heure avant le coup d'envoi pour l'avant-match. Donc là, il y aura la composition d'équipe, il y aura tout ça, ce France-Argentine, vous allez en reparler largement dès ce samedi. Tout de suite, on va, avant de parler de la récréation, avant de parler du Brésil, avant de parler des 8e de finale, on va parler de l'Allemagne. Un fiasco colossal, et justement, on a des infos là-dessus, alors on en parle dans l'instant Oh My Goal. L'Allemagne à la maison, l'Allemagne à bout de souffle, la Mannschaft S, la malédiction des champions du monde qui se font sortir depuis 15-20 ans au premier tour de chaque phase de poule après avoir été champion, ou plus simplement la fin d'un cycle de succès déjà très long, trop long pour d'autres, selon d'autres pays. Alors, on y revient là-dessus, sur ce problème allemand. On peut voir le groupe final, la qualification du Mexique devant l'équipe d'Allemagne, la qualification de la Suède, surprise générale. Peu de gens voyaient la Suède à ce niveau-là, elle qui avait pourtant sorti la petite Italie en novembre dernier. Regardez les unes de Bild, le journal allemand, au lendemain de la défaite, de l'élimination terrible. Ils l'écrivent, pas de mots, c'est exactement la même une. Regardez qu'après le 7-1 lors de la Coupe du Monde 2014, voilà, il passe tout simplement Deux salles, deux ambiances quand même. Hein. Voilà, du rire aux larmes en 4 ans, c'est dur. Alors, y a-t-il un problème de sélectionneur déjà? Aurait-il dû faire un choix lucide à la Zinedine Zidane, partir au sommet? A-t-il voulu continuer trop tôt, trop loin? N'y a-t-il pas eu assez de choix forts, de mesures profondes? Ce sont ces déclarations. Il va falloir prendre des mesures profondes. Aurait-il dû le faire avant le
principal responsable, selon vous, de cet échec allemand? C'est Joachim Löw, et en même temps, est-ce que tu peux lui en vouloir? Tu vois, on en parlait un petit peu en antenne là, tous ensemble. Quand tu as gagné une Coupe du Monde avec un groupe, avec des cadres, avec des joueurs, est-ce que tu peux les couper 4 ans plus tard et leur dire reste à la maison, on va essayer de gagner la deuxième sans toi? Je pense qu'on a des exemples récents qui nous ont montré, et Zidane le premier lorsqu'il quitte le Real Madrid, ces choix forts comme ça de mettre des joueurs qui t'ont permis de soulever un trophée dehors est très compliqué. C'est ce qu'il aurait dû faire, parce qu'en définitive, Müller, Khedira, Ozil, Boateng, ça fait combien de temps qu'on les a pas vus à leur meilleur niveau? Plusieurs saisons. C'est pas une saison, c'est plusieurs saisons. On va rappeler que Joachim Löw, c'est lui qui a lancé cette génération, qui l'a amené au top du football européen et mondial. Et moi, j'ai une question pour vous, les gars. C'est est-ce qu'il y a une bonne manière quand tu es au sommet comme l'Allemagne l'a été entre l'Euro et les Coupes du Monde, avec une génération que tu as lancée, est-ce qu'il y a une belle manière de finir? J'ai pas l'impression. Si, et c'est pas un hasard. titre. Mais Pas se faire sortir au premier tour. Alors, Aimé Jacquet, mais finalement, est-ce que c'est même les Allemands, qui sont quand même la nation la plus pragmatique du football historiquement depuis les années 20, finalement, regardez, les Français en 2002, l'Espagne encore, Aimé Jacquet, lui, était parti avant. Mais est-ce qu'il y a une belle manière, finalement, de finir avec Joachim Löw, qui a été re-signé avant la Coupe du Monde 4 ans? Donc, il y a une confiance de la Fédé, il y a une confiance des joueurs. On a vu Müller et Kimmich dire mais non, mais là on croit encore à cette méthode-là. Mais finalement, c'est dans le sport et il y a une usure. Forcément, ça fait 12 ans qu'il est là, 9 ans qu'il a lancé cette génération. Moi, j'ai du mal à leur tomber dessus. Il y a juste une usure, c'est compliqué. Ouais, mais quand tu dis 12 ans, en fait, tu as tout dit, parce que on a tendance à dire partir sur un titre, sur un succès. C'est le cas pour ce qui se passe dans la généralité des cas, sur des contrats, je dirais, plus courte durée. Des gars qui vont faire 2-3 maximum compétitions. Joachim Löw, il a tout le temps atteint les demi-finales avec ses sélections. Là, il n'y arrive pas. Le coup du sort a voulu que ça soit comme ça. Je pense que c'était indéniable qu'un jour, l'Allemagne s'arrête. Le cycle doit s'arrêter. C'est juste le coup du sort, là c'est pas plus profond quand même? Non, moi je pense que c'est un coup du sort aussi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une Allemagne complètement au bout du rouleau dans le jeu, on n'a pas vu une Allemagne dominée, on a vu une Allemagne sans réussite du tout. Ils ont eu 50 occasions, franchement, t'en mets une sur le dernier match, c'est ça qui est complètement dingue. Alors oui, ils sont battus, oui, évidemment que le résultat va changer complètement ce qu'on a vu dans le contenu, mais il n'empêche que cette Allemagne-là, pendant les qualifs, ont été très forts. On en a parlé combien de fois sur les matchs amicaux avant la Coupe du Monde, mais ils étaient super bons. Ils ont été super bons contre des grosses équipes. C'était des grands favoris. Mais attends, non. Le dernier match amical où ils sont excellents, c'est contre l'Espagne, où tu as l'Espagne qui fait une super mi-temps. Mais en fait, tu prends leurs matchs amicaux juste avant la Coupe du Monde, leurs 3 matchs de préparation. Tu sens déjà que c'est un peu vacillant. Ça sent pas bon. Mais on ne peut pas imaginer à ce moment-là. Moi, je prends le match du mois de mars, Allemagne-Espagne. Ce sont les 2 meilleures équipes du monde. Un football incroyable et on n'est qu'à 3 mois de la Coupe du Monde. Clairement. Ouais, mais tu as des mecs qui jouent peut-être des demi-finales des Ligue des Champions, des finales. Tu as peut-être des mecs qui arrivent un peu plus émoussés. Et puis moi, je crois beaucoup que les cycles s'arrêtent. Nous, les Français, au début des années 2000, quand on gagne l'Euro, on a l'impression que toute notre vie, on va connaître. On a ce sentiment-là de marcher sur l'eau. On est la meilleure nation du football à ce moment-là. Et on a l'impression et en fait, la chute, elle est terrible. Et toutes les chutes sont terribles. Et je ne crois pas que ce soit un hasard si la France en 2002, en 2006, je ne sais plus qui c'est qui tombe. Non, 2006, il tombe pas. Voilà. L'Espagne qui tombe après. L'Italie en 2010. Voilà. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Je crois que c'est finalement très très dur, à très très haut niveau, de garder une stabilité comme ça. Encore que l'Espagne fait Euro 2008. Complètement. Coupe du Monde 2010 et Euro 2012, quand même, champion. Oui, donc ça classe quand même quelque chose d'encore plus grand, c'est encore plus fort. C'est pas le débat, Tom, c'est juste que la chute, elle est finalement, j'ai l'impression que les chutes comme ça, quand tu surdomines les chutes, elles sont toujours terribles. Alors du coup, la question, c'est est-ce qu'ils doivent tout péter ou pas? Parce que moi, ce que je vois, c'est que depuis que l'Italie était championne du monde, ils font une finale à l'Euro 2008. Non, c'est Euro 2012 avec Balotelli. Contre l'Espagne. Et du coup, ils sont clairement dans un creux, ils se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut tout péter? Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ont des bases solides, que a encore un contrat, qu'il faut le prolonger et qu'il faut qu'il continue. On a des idées, on a des pistes. Quel choix aurait dû faire Joachim Löw? C'est Vincent Magniez, grand coéquipier à la FFTV d'Emmanuel Moine, spécialiste de la Mannschaft, qui nous a envoyé une vidéo depuis une terrasse ensoleillée. Et on lui a posé la question, quel choix aurait dû faire Joachim Löw? À un moment donné, il aurait peut-être fallu qu'il sélectionne quand même le Roi Sané. Là, c'est la grosse interrogation que j'ai eue avant cette Coupe du Monde. Pour autant, il n'a pas pris Emre Can qui a eu des blessures dans la saison, mais qui était pour moi, qui aurait pu être indispensable. C'est un garçon qui peut jouer à beaucoup de postes et dépanner à beaucoup de postes dans le secteur défensif, là où l'Allemagne n'a pas été très performante. Prendre aussi peut-être Julian Weigl, justement, peut-être pour remplacer un peu Sami Khedira, qui a été lui aussi en faillite. Alors, Julian Weigl, le Roi Sané, il y a eu également... Il mange pas de viande, lui, c'est un Weigl. le choix aussi d'Emre Can, plusieurs jeunes qui auraient pu peut-être relancer une dynamique, et dans l'attitude collective, est-ce que ça aurait été différent? Il connaît bien le football allemand. Vincent, tu nous en parles assez souvent. Après, c'est quand même facile. Après, il y a eu des choix forts, c'est pas payant. Moi, je reviens sur ce que dit Tom. J'ai vu une équipe d'Allemagne
pas en réussite. Alors, Stérile. Ouais, mais, Stérile, mais voilà, après, est-ce que le Roi Sané aurait tout changé? Est-ce que. Parfois, un équilibre d'équipe, ça se joue à un ou deux joueurs, à un J'ai renouvellement. pas l'impression que cette équipe n'était pas équilibrée. J'ai l'impression que c'était une équipe qui n'a pas été en réussite. Et t'as des compètes comme ça t'arrive au fond. On l'avait dit avant la compétition, il n'y a pas un buteur, il n'y a pas une star, le mec qui te fait basculer. Dans le foot allemand en général, pas dans l'équipe Au-delà de seulement. ça, Vincent parle de la faillite des cadres. Il faut se rappeler que Boateng a été blessé. Il faut se rappeler que tu as Ter Stegen qui est sur le banc, qui sort d'une saison dingue, alors que Manuel Neuer n'a pas joué et il n'est pas à 100%. Il faut se rappeler que, voilà. Pendant la compète, t'as des suspendus. T'as des suspendus. Julian Weigl n'est pas là et pourtant il prend Khedira qui est un peu au fond du trou. Enfin, tu vois, il y a quand même des vraies questions qui se posent vis-à-vis de cette Allemagne-là, qui a en plus une génération qui pousse derrière. Alors, c'est vrai que, par exemple, Timo Werner, qu'on présentait comme un super crack, moi, pour le moment, je ne l'ai pas vu cette saison et il peut être un peu décevant. Il y a des arnaques comme Rudiger, par exemple. Tu te demandes ce qu'ils font véritablement à très haut niveau dans le football mondial aujourd'hui. Et puis, tu as pour moi un problème un petit peu plus profond. Début 2000, l'Allemagne est en crise et l'Allemagne réfléchit à travailler différemment dans sa formation. On s'inspire notamment côté allemand du modèle français qui a sans doute permis aussi à l'Allemagne de gagner en 2014. Mais je trouve que cette Allemagne travaille différemment et n'a plus l'ADN qui était la sienne avant. On l'a vu, cette équipe elle est stérile, cette équipe elle craint défensivement. De voir qu'ils étaient à moins de 20% de tirs cadrés sur leur dernier match contre la Corée, c'est quand même quelque chose qui est peu habituel et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a de plus en plus de talents qui sortent de l'Allemagne, mais que ces talents sont de plus en plus fragiles dans leur tête. Et regardez la trajectoire de certains joueurs allemands, Götze, Özil, on pourra en citer plein comme ça qui sont un petit peu perdus sur la durée. Mais tu vois, le parallèle avec la France que tu fais, il est intéressant. Et je pense qu'on peut le faire sur un autre domaine. C'est qu'en France, on a tendance à dire notre équipe manque de leadership. Outre-Rhin, c'est pareil. Ils se disent, depuis le départ de l'âme. France 3 qui t'aime. Depuis le départ de l'âme, depuis le départ de Schweini, ils se disent, on n'a plus de leader dans l'équipe. Alors certes, il y a une ossature, il y a des Neuer, il y a des Müller. Mais derrière, ils prennent pas le leadership et c'est un peu par défaut qu'au final, Neuer se retrouve capitaine, qui se retrouve. Il va jouer 8 aussi maintenant. Je relayeur. Avec autant de succès qu'Ozil, on voit. mais ouais, derrière, Deschamps a fait le pari de se dire ok, j'ai pas des joueurs expérimentés, mais je prends les meilleurs talentueux, en tout cas ceux qui ont le plus de potentiel. Et quelque part, peut-être que Joachim Löw, c'est dans ses Deschamps a choix. pris les meilleurs. D'un point de vue potentiel, ouais. Oui. Potentiel, pas sur le moment, quoi, tu veux dire. D'accord. Sachant que Joachim Löw, il utilise quand même 20 joueurs sur 23, je crois, sur les 3 matchs. Il fait tourner, ouais. Ça prouve que le mec avait très très peu de certitude, en tout cas qu'il avait de gros problèmes. Et puis il y a quand même des choix aussi pareils qui sont compliqués. Il y a ce garçon, Julian Brandt, qui a joué, je crois, 20 minutes sur les 3 matchs. Et pourtant, c'est pour moi l'un des meilleurs Allemands que j'ai vu sur la pelouse. Voilà. Il y a une question aussi de groupe et de fatalité, c'est Glucky Fly qui nous le dit dans les commentaires. Et il y a Julian Draxler qui, dans cette phrase, cette fatalité, l'illustre par son commentaire d'après élimination. Il dit de toute façon, pendant les entraînements, on sentait que ça n'irait pas, que ça n'allait pas et qu'il n'y avait pas l'atmosphère, il n'y avait pas l'électricité. C'était laborieux, comme dans les matchs. Il y avait peu de moments de surprise, peu de scènes de créativité. C'est Draxler qui dit ça, qui est censé apporter la lumière sur un terrain. Et on pense tout de suite à Leroy Sané dans ces moments-là. Il y a un truc, honnêtement, dans le sport, le plus dur. Alors, je reparle encore de basket. Jordan, il disait le premier titre NBA, c'est pas le plus dur à gagner, c'est le deuxième. Confirmé dans le sport de haut niveau, c'est toujours le truc le plus dur parce que tu es attendu plus que les autres, parce que tu es le champion, parce que tout le monde veut te faire tomber. Et quelque part, toi, et c'est là que on voit que les grands champions arrivent à être différents des autres parce que dans la durée, ils arrivent à performer à très haut niveau. C'est très compliqué de garder sur 7-8 ans une performance de très haut niveau et on le voit encore avec les Allemands qui sont pourtant On sait que ceux qui percent en plus, et dans le foot et ailleurs, c'est souvent ceux qui viennent de très très loin. Pourquoi beaucoup de familles pauvres aussi? Parce qu'ils ont une envie qui décuple les pouvoirs. Mais une fois que tu as touché le Graal, dire tiens, je vais rester là-haut, c'est quand même. Mais tu sais, De Sailly l'a dit cette semaine suite à l'élimination de l'Allemagne, et ça prouve une chose, c'est peut-être que cette stat de gagner 2 Coupes du Monde consécutives, elle est peut-être impossible à réaliser. De Sailly, il dit que tu as plus de médiatisation, les équipes t'attendent beaucoup plus, et puis voilà, tout change en fait autour de toi, et c'est difficile aussi de s'y remettre après avoir touché le Graal. Une chose que Vincent n'a pas dit dans sa vidéo et qui me disait hier par téléphone, tu parlais de manque de caractère au sein de cette équipe. Le staff a beaucoup changé aussi dans la Nationalmannschaft, et autour de Joachim Löw, il y a des choix qui ont été faits, et notamment des adjoints qui ne sont pas vraiment des pères fouettards, qui sont plutôt des pères tranquilles, et ça aussi, je pense que ça a joué. Quand tu as un groupe qui est privé de certains cadres, il te faut peut-être un staff qui ait plus de caractère, plus de vis aussi. Paul Harrer, on va ton CV. Hein. Et voilà, et c'est aussi une explication que donnait Vincent par oral. Et puis il y a eu des embrouilles. Birov s'est embrouillé avec Joachim
Joachim Löw, sur le choix de l'hôtel, sur certaines choses comme ça. Il y a eu non mais Tu imagines l'embrouille? non mais c'est des détails. Campanile, non, Ibis. Non mais c'est des détails qui nous rappellent un petit peu France 2002. Rappelle-toi Ouais. France 2002 quand C'était le pareil, choix de l'hôtel, etc. Des Corée, petites c'était très choses comme ça. compliqué. Voilà. Zuck Machine nous dit qu'il nous rejoint. De quoi ont-ils parlé? On a déjà parlé un peu de France-Argentine, mais demain, la First Team sera en direct de 15 à 16 en avant-match, puis en après-match pour parler de ce France-Argentine. Donc, reviens demain pour France-Argentine. Il n'y a pas de souci. Ou en replay cet après-midi sur la chaîne First Team. On a parlé à l'instant, dans cet instant, oh my goal, du fiasco allemand. On a fait le tour des problèmes de Neuer, de Joachim Löw. Faut-il tout changer? Voilà le fiasco allemand. On vient de faire l'instant, oh my goal. Et tout de suite, c'est le grand moment du grand débat. Les previews de ces huitièmes de finale. Le Brésil est-il en route vers un 6e titre, un 6e sacre tant attendu? C'est maintenant, c'est la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Les Brésiliens sont-ils les seuls favoris à avoir été finalement au niveau lors de ces poules? Le titre leur est-il promis? C'est une question qu'on se pose en voyant ces huitièmes de finale. Un tableau qui s'équilibre, un tableau quand même compliqué pour les Brésiliens. On en parle de ce tableau. Regardez les huitièmes de finale. On va prendre ces huitièmes par ordre chronologique de diffusion télé, de match tout simplement. Le France-Argentine, on en a parlé pendant ces news. On pourra donner un petit prono. D'ailleurs, on va le donner tout de suite. Pour parler de France-Argentine, Damien nous a préparé une super illustre, un super tableau. Uruguay-Portugal, c'est samedi soir, on y vient. France-Argentine, c'est le premier huitième de finale à 16h demain. Alors les amis, quel est votre prono pour ce match? Je ne voulais pas poser la question dans cette news, vous sentez comment? Ah, vous avez les foins. Allez, un partout et on perd au tir au but. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui est ce garçon? Alors moi, on m'a demandé qu'est-ce que je foutais avec le maillot de l'Argentine. Je te le dis. Je porte juste le scalp de mon adversaire sur moi, tel un Indien. Bah C'est oui. propre ça. Ok, moi je me mouille, je dis 4-1 pour la France. 3-1 pour la France. Moi, 3-1 pour la France aussi. Merde, quoi. Ils en ont sous le capot, ils ont rien montré dans le jeu. Je crois qu'on va avoir un peu plus d'espace et qu'on a tellement de talent dans cette Vous équipe-là. avez pris des, Et j'oublie pas. pris des piqueurs d'optimisme, Et les mecs, j'oublie depuis la dernière fois. J'oublie pas. C'est quoi votre Non, secret? Moi, j'ai j'oublie vu pas jouer que cette l'Argentine. défense argentine, quand même, elle est d'une faiblesse oui. rare. C'est pas Paul Herrera qui me dira le contraire. Moi je dis 2-1 avec une ouverture du score de Messi et derrière au forceps on passe et ça nous lance pour aller vers la finale. Ou Un alors on but se fait de sortir en Zidane, un péno. but de Ribéry en fait. Un but de Ribéry, un but de France-Espagne Zidane, c'est 2006. exactement. Un but de Bon, Vieira aussi. Tout de suite, justement, on prend ces huitièmes de finale par ordre chronologique. Samedi soir, énorme choc après France-Argentine. Samedi, grosse journée de Coupe du Monde. Uruguay-Portugal. Cavani, Suarez contre Cristiano Ronaldo et Nuno Gomes. Non, il n'y a plus Nuno Gomes au Portugal. Alors, cet Uruguay-Portugal, vous l'attendez forcément. Ça va être un vrai choc, là aussi, de la Grinta. Ça va être équilibré. Comment vous sentez cette rencontre? Je les trouve plus solides, l'Uruguay défensivement. Après, il y a l'autre fou de Ronaldo qui est capable de mettre des buts n'importe où. Mais je pense, avantage à l'Uruguay pour moi, que je trouve bien plus solide. Les deux devant, ils vont quand même peser beaucoup sur une défense centrale. Pépé, Fonte, il nous régale depuis le début de la Coupe du Monde. Et, c'est plus Fantasy que Fonte. Mais bon, écoute, moi, je vois l'Uruguay quand même passer 3-1. C'est quand même le choc. Alors, je vais peut-être vous choquer en parlant du Portugal, mais moi, je garde cette opinion-là sur le Portugal. C'est peut-être le choc entre deux des plus beaux blocs défensifs de cette Coupe du Monde. Et je ne sais pas à quelle physionomie m'attendre. Alors, je sais que le Portugal a pris quand même beaucoup de buts, à différence de l'Uruguay qui a toujours pas pris un but dans cette Coupe du Monde quand même. Mais ça va être magnifique et ça va être d'une intensité terrible et des duels terribles. Godin, Cristiano Ronaldo, ouais, c'est ça. Tu vas aussi avoir en face Pépé contre Suarez ou Cavani. Ça va être le match à attendre. Moi, la physionomie, je ne sais pas à quoi m'attendre parce que, tu vois, cette équipe de l'Uruguay, on a beaucoup dit que lorsqu'elle ne voulait pas de la possession, qu'elle ne voulait pas maîtriser le jeu, entre guillemets, qu'elle préférait peut-être fonctionner en contre ou par à-coup. On a vu lors de leur dernier match en poule qu'ils avaient la possession contre la Russie, qu'ils avaient justement su quoi faire avec. Gros point d'interrogation aussi sur ce Portugal. Moi j'ai l'impression que ça va être le match du chiant. Tunnel. Hein? Tunnel. Les matchs du chiant, le match de l'ennui, le match des deux blocs, la guerre froide, la On va guerre se des faire chier tranchées. samedi soir. Je dis pas qu'on va se faire chier. Je dis que ça peut être jamais chier un dans la espèce de choc comme ça, où il peut y avoir peu d'occasions, où il peut y avoir peu de différences offensives, Ouais. et il y aura peut-être des buts sur coup de pied arrêté, ce genre de truc pour débloquer la situation. Cristiano Mais si à la Ronaldo, fin il y a 0-0 et qu'on va en prolongue, et ben je serais pas choqué. tu vois. Ronaldo, l'homme qui casse tous les records, va-t-il marquer Bah, on à l'espère, cette pourquoi pas. défense centrale de l'Atlético Madrid apparemment, qu'il faut dire connaît Fonte. parfaitement? Faut dire Fonte, mais toi tu as aimé Paolo Conte, donc c'est pour Paolo ça, pardon. Fonte, Puis tout simplement. J'adore le Conte aussi. Max, Ouais. dis-nous. Non, moi je vois Ronaldo face à cette défense de l'Atlético Madrid. Bah, rien que pour Ronaldo, déjà, je vois le Portugal avec une longueur d'avance sur l'Uruguay. Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est le rythme. L'Uruguay a joué dans un groupe qui était quand même très calme. Ouais, c'est vrai. Ils ont Comme pas la dû, France. ouais, c'est vrai. Hein. Ils ont pas dû forcer pour gagner un C'est seul vrai. match. Le Portugal, dès le début, ils se sont mis dans le rythme face à l'Espagne, 3-3, un match de folie. Bougé et derrière, par l'Iran. ouais,
contre l'Iran et contre le Maroc, c'est pas des matchs faciles. Donc je pense que d'un point de vue rythme, ils vont rentrer dans l'Uruguay Bon et peut-être argument. leur mettre un but dès le départ. Bon argument. Tour de on verra. table pronostic, on en a vu, Uruguay gagne Ah, 2-0. c'est dur. Je cite Antatak dans les commentaires, le Portugal qui gagne, c'est Julio qui nous dit ça. Et vous, en plateau, vous voyez quoi comme issue à ce match? Moi, je vois une prolongation, on finit la nuit de folie et après on sort, les gars. Ça, on sort, c'est sûr. Peu importe le résultat, t'inquiète pas. Peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Bon, vous avez le temps de réfléchir. Alors, Non, moi, le Portugal, je te dis, on le sous-estime à chaque fois, il passe à chaque fois. En fait, bizarrement, j'aurais ce réflexe de dire l'Uruguay, mais je pense que ce sera le Portugal. Décision au tir au but. Ouais, décision. 0-0. décision au tir au but, Ouais. 2-1 pour le Portugal avec un doublé de Cristiano. 2-2 et Cavani qui marque en prolongation. Ah, c'est ça. Moi, je vois l'Uruguay au temps réglementaire. J'ai dit 3-1, peut-être 2-0, voilà. 2-0. Je vois l'Uruguay. Dimanche, le pays hôte, la Russie, qui a passé la phase de poule, un petit peu à la surprise générale avant la Coupe du Monde, c'était pas ça, hein, on le rappelle. La Russie rencontre l'Espagne. Vrai choc pour les Russes qui vont attendre ça avec impatience, qui vont essayer de mettre une grosse ambiance. L'Espagne qui a lutté dans cette phase de poule, supérieure techniquement à beaucoup d'équipes, pour autant, il peine à marquer des buts. Diego Costa a mis 2-3 choses de roublard. Avantage Espagne face à la Russie, il n'y a pas photo. Oui. Pour autant, est-ce qu'une surprise est possible? Oui, Non. une surprise est Ah, possible. les Russes, vous avez dit qu'ils ont le seul vrai match de football qu'ils ont joué de la Coupe du Monde, ils n'ont pas touché le ballon. Ils ont pris valise face à Ils avaient l'Uruguay. fait tourner. Ils avaient fait tourner l'équipe. 3-4 joueurs qui avaient changé. Huitième de on en finale, reparlera. huitième La de Coupe du Monde des finale, t'es chez surprises, toi. Manu. Huitième de finale, t'es chez toi, tu sais jamais ce qui peut se passer. Rappelez-vous 2002 par exemple, je crois que c'était 2002 La Corée qui va loin. Ouais, la Corée qui En va loin. 2000. Je sais plus qu'est-ce qui sort en huitième, c'est pas l'Italie? Si. Ah, Si, l'Italie, voilà. l'Espagne. Scandale Voilà, Espagne, bon, sur un Italie, match Ils scandaleux, sortent hein. Portugal en groupe, Et oui, Italie, Italie, et Espagne. Espagne en quart et ils non. perdent Avec, contre l'Allemagne en avec demi. le ballon qui sort en 6 Voilà. mètres de 1m30 et l'autre il arrive quand même en retrait. Après, bien sûr, l'Espagne est favori, ça on dira jamais l'inverse. L'Espagne, par à coup, dans l'animation offensive, a été très intéressante. Isco est à son niveau. Iniesta a fait un plutôt bon match. Moi, j'ai bien aimé son précédent match. Diego Costa peut libérer des espaces, c'est très intéressant devant. La vraie question, c'est derrière, parce que on l'a dit, cette équipe de Russie, c'est l'une des équipes qui court le plus dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils peuvent mettre le feu à cette charnière Ramos-Piqué, qui était passablement, on va dire, ailleurs et nulle part en même temps? C'est la grande question Ouais, moi, va se poser. j'ai du mal à me dire que Piqué et Ramos, qui sont habitués quand même au grand combat, passent à côté d'une compétition en entier. Là, ils rentrent dans des matchs qui savent déterminants, c'est des matchs à élimination directe. Si Ramos, Piqué sont au niveau, même Iniesta, hein, qui perd un ballon important face Mais qui fait face du au bien Maroc, derrière. mais qui fait du bien, parce qu'il fait la passe D pour Isco. Je pense que si ces trois-là sont au niveau, l'Espagne roulera sur la Russie, Normalement. Ouais. qui, faut le dire, est quand Et même une flèche, équipe très moyenne. chef, Golovin, Ouais, c'est etc. bien Tom. sympa. Ok, l'Espagne 3-0. Ça fait penser au même là. Tu sais, avec Spurs in 4, tu sais, quand ils font comme ça, la NBA, ils font beaucoup de trucs comme ça avec les mecs à une clope et tout. 3-0, il a raison. Rendez-vous samedi à 16h pour cette Espagne-Russie. Dimanche à 16h pour cette Espagne-Russie. Dimanche soir, D'ailleurs, ils sont donnés un jour de repos en plus, hein, les C'est Russes. C'est pas vrai. Comme ça Platini c'est qui... Poutine. Ouais. Vous avez vu Platini avec Vendroux à la radio? Vous avez vu Ah non, non, il y j'ai a pas 2 vu mois, du tu tout. dis, non. Ouais, il y a 2 Oui, mois, bah oui. quand il dit bon, on va Ah pas oui. se priver de Ah se oui, donner oui, un oui, jour oui. de plus de récup. Bah, la Russie a fait exactement pareil. Merci. Ils sont pas la même équipe. Avec Platini. Merci Michel. Merci Michel. Dimanche soir, Croatie, Danemark, les Croates, épouvantail de cette phase de poule. C'est l'équipe qui a impressionné tout le monde. C'est l'équipe où on s'est dit tiens, il y a du beau monde partout. Ils sont décisifs devant, au milieu, ce sont des créatifs de génie. Et derrière, ça tient la route. Alors la Croatie va-t-elle laisser une chance au Danemark, des équipes qui se connaissent bien dans le continent européen? Le Danemark qui a joué sur la défensive, mais qui passe dans le groupe des Bleus. C'était pas forcément non plus gagné. Le Pérou, on en parlait. Alors, Croatie-Danemark, avantage Croatie, forcément. Bah, si tu prends la Croatie, allez, on va se lancer. Si on doit juste faire un bilan des poules, tu prends la Croatie, c'est avec le Brésil, l'équipe qui a à peu près tout. Des individualités incroyables, un collectif absolument magnifique. C'est une équipe qui est belle à voir jouer, c'est une équipe qui est archi solide. Maintenant, ça c'est le constat à l'issue des poules. Et on sait que les peuples slaves, même s'il y a eu quelques exceptions, les peuples slaves ont beaucoup plus de mal dans les phases éliminatoires après. Et puis lundi, arrive. Je passe Croatie-Danemark, ça ne vous emballe pas plus que ça. Bah non, le- les Danois ils veulent pas jouer au foot dehors et puis basta c'est quoi. voilà, c'est le dimanche soir, c'est Ouais, repos clairement. devant la télé, tranquillou, 8e de finale. On avance. Lundi, ce que tout le monde veut voir, c'est le Brésil de Neymar, de Thiago Silva bien sûr, de Coutinho qui éclabousse cette Coupe du Monde face au Mexique. C'est lundi après-midi. Posez vos RTT. Brésil-Mexique, c'est un classique, mais on sait qu'on va se régaler. Et là, tout peut arriver. On sait qu'à la Coupe du Monde 2014, il y avait eu ce coup incroyable, Neymar qui sort sur ce match-là. Brésil-Mexique, là, on l'attend fort. Il peut y avoir une surprise ou pas, le Brésil?
qui est Ouais, bien. c'est un vrai choc. Là, on a envie de le voir. Le Mexique qui a été séduisant sur les 2 premiers matchs, qui a été terrible face à la Suède. Je pense que le Brésil est quand même largement favori. Part avec en plus un Neymar qui a été moyen pendant la phase de groupe, qui, on le voit, au nombre de ballons qu'il perd, au nombre de dribbles qu'il ne réussit pas. Il a envie de se montrer. Il est mieux maintenant quand même. Donc, Ouais, il avait pleuré sur le dernier match. Il avait Tôt ou pleuré. tard, il va réussir à étaler son niveau. Thomas, Ouais, comment il fait que chialer, ouais. Qu'est-ce qu'ils chialent, les Brésiliens? Tu sais qu'il s'est fait terminer Mais au tu Brésil. m'étonnes, mais heureusement, Il s'est fait- heureusement. Non, mais attends, Deuxième match de poule. je Alors te dis pas que c'est apparemment, pas normal. apparemment, il a marqué et il y avait énormément de pression, la blessure, le retour. Ah, c'était un truc. Il est sérieux à Tu te chialer. rends compte que le... C'est qui est venu? C'est pas Thiago Silva qui est venu les dire. Non, bon, Marcelo. Ah, c'est Marcelo Thiago qui- Silva, Silva en il serait venu, il aurait conférence de pleuré, presse. ils ont fait un câlin ensemble. Thiago Silva en conférence de presse qui dit Neymar m'a mal parlé après le premier match, c'est pas normal. Mais c'est après, quand même il lui bizarre. a offert un but du coup sur corner et ils se sont fait un Tu te rends compte beau que- bisou sur la bouche. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est C'était dans l'idée, hein, évidemment. Au Globo, je crois, qui est l'un des principaux médias sportifs au Brésil, qui a dit que le Brésil a enfanté un monstre. C'est ça, ça a été la grande headline, tu vois, de C'est bien, la ça semaine. exagère pas du tout. Non mais ils ont enfanté Mais un moi, monstre. je suis pas sûr quelqu'un qu'il qui a été- exagère. Je pense que ce mec-là, quand on voit la saison au PSG, c'est son attitude, l'entourage. Et quand je vois son début de Coupe du Monde aujourd'hui, moi, je trouve que c'est plus. Il y a 4 ans, je le trouvais bien plus saignant avec la sélection. Et il portait bien plus son équipe que cette espèce de danseuse là, Billy Elliott, qui est devenu Neymar. C'est un super film. Le problème, c'est que le remake en Russie de Neymar, il est beaucoup moins bien. Ce que j'adore dans ce film, tu vois, c'est le côté sociologique sur l'Angleterre des années 80. Non, mais vraiment, il y a Margaret Thatcher, Thatcher. la C'est vraiment un super film. Mais c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a 4 ans, Neymar avait encore ce côté insouciant, superstar, mais insouciant. Là, il a le poids du pays sur les épaules et il a clairement un peu changé de mentalité. Après, je me dis qu'il est tellement fort qu'il est capable, avec un collectif quand même très sérieux et un Coutinho top niveau C'est ce que à j'allais côté dire, de c'est lui l'homme fort du Brésil aussi, aujourd'hui. ils sont capables d'aller chercher la coupe. Hein. Avant le Mexique, on n'en a pas trop parlé avec Chicharito qui est toujours là, avec des joueurs qui se montrent décisifs. Lozano, est-ce que chaque pays n'a pas son Erwan? Est-ce que chaque Son pays Erwan n'a pas son supporter? Son Erwan. Oui, son Ah. Erwan. Est-ce que chaque pays n'a pas celui qui fait des millions de Je vues crois qu'il sur les parlait des réseaux joueurs sociaux? chauves de PES, je comprenais pas. Non, parce que comprenais rien. chaque pays n'a pas son Mexicain en or. On a l'image. Oh non. Voilà, C'est le tout passage toi. à la douane. C'est tout toi. C'est tout Alors, toi. On t'a je, reconnu. je suis à la fois flatté et il est un peu consterné. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Brésil-Mexique, lundi après-midi. Le Mexique peut-il créer la surprise? Parce que ce serait quand même une surprise, mais si les Mexicains connaissent bien le Brésil, est-ce que le Mexique peut le faire, Manu? On parle d'un plafond de verre pour le Mexique, parce que c'est la 7e fois consécutive qu'ils sont qualifiés pour un 8e de finale de Coupe du Monde. Et là où Osorio, le sélectionneur, a été intéressant, c'est que l'an dernier, il fait demi-finale de Coupe des Confédérations avec un 4-3-3 à la barcelonaise, et il se fait, mais alors, vraiment giflé par l'Allemagne, et si tu veux, il comprend qu'en mettant un deuxième récupérateur et en étant un tout petit peu plus défensif, peut-être qu'il sera plus efficace en termes de résultats. On l'a vu sur le premier match contre l'Allemagne, cette équipe a gardé sa folie, son allant, et en même temps, elle était beaucoup plus intéressante et solide, et elle est venue à bout d'une équipe d'Allemagne qui n'a pas démérité. Oui, une surprise est possible. Un jour, ils passeront les 8e de finale, hein. C'est pas possible Pour le autrement. coach brésilien, est-ce que la seule chose à gérer finalement, c'est pas le talent, c'est pas le jeu, ils ont des armes offensives de folie, c'est juste l'émotion, cadrer ce côté Ça a l'air compliqué chez le émotionnel? Brésil quand même. Qu'est-ce qu'ils sont émotifs pour le très très haut niveau. Ça nous avait marqué déjà en 2014 chez eux au Brésil, les pleurs de Thiago Silva, d'ailleurs l'explosion complète du. Ouais, mais là, en ils demi- maîtrisent en de leurs demi-finale. émotions quand même. Il faut dire la chose. Moi, je trouve que c'est un le vrai capitaine a point faible. partagé. Moi, je trouve que c'est un vrai point faible chez ces garçons-là, c'est que c'est des émotifs terribles. On dirait des enfants de 3e qui se font larguer pour la première fois, quoi. Mais moi je trouve que sur cette question-là, c'est le jour et la nuit par rapport à 2014, quoi. Tu sais, quand tu te rappelles toi quand il rentre devant l'Allemagne avec le maillot de Neymar, Oh, David on Luiz dirait et tout. qu'il l'a enterré 20 minutes Et avant, ça quoi. tu le vois plus. Et il y a un garçon qui est le symbole de tout ça, c'est Thiago Silva. Je suis désolé, tu as vu les attitudes de Thiago Silva depuis le début de cette compétition. Ça n'a rien à voir avec le Thiago Silva que j'ai vu moi en Ligue des Champions cette année avec le Paris Saint-Germain par exemple. Tu vois. Cette équipe est solide. Cette équipe est solide. Le milieu de terrain le montre. Le trident, notamment avec Casemiro, bien sûr, et même avec Thiago Silva derrière et Miranda, tout à fait. Je trouve ça super solide. Et cette équipe, en plus d'être solide, elle est archi talentueuse. Alors après, il y a des questions qui se posent. Il y a vraiment des questions qui se posent. Moi, Gabriel Jesus,
Jésus, je suis pas trop. Il t'écoute plus. Hein. Ouais, je sais, j'ai compris, je m'en fous, je fais mon tunnel. Tu vois, genre Gabriel Jesus. Pourquoi tu devrais les faire payants les tunnels? Mais Tu prendrais du cash, mon gars. Mais vous payez, les gars. Gabriel Jesus, moi, je suis pas trop convaincu. J'aimerais bien voir Firmino, mais bon, à Il y a un voir. péage. Il y a un péage. Non, mais par contre, je suis d'accord avec J'ai toi. le Je suis d'accord avec télépéage. toi, Gabriel Jesus, qui a été installé, genre, vas-y, c'est toi. Moi, je trouve qu'il tarde, il a du mal vraiment à s'imposer. Et Firmino pourrait amener un peu de grinta, un peu de pressing, parce que quitte à, voilà, tu vois, Jésus, c'est sur le talent, il a du mal à s'exprimer. Moi, mais un mec qui va mettre la tête, qui va mettre un gros pressing, qui va peser beaucoup plus que ce que le fait Gabriel Jesus. Je suis assez d'accord avec toi, comme souvent, mon cher Manu. Ils vont pas bouger quand même, hein. Le 4-3 va pas bouger. Hein. Alors 4-2-3-1, Non, il bougera 4-3-3 pas. là avec Willian à droite et Gabriel Il bougera Jesus, pas. c'est leur équipe type, il n'y a absolument rien à dire. Et Avant de faire même le- si Fagner était bon aussi. Hein. Oui, c'est Fagner vrai. fait un Et bon puis, match. tu sais que contrairement à la France, ils montent en puissance, les mecs. Hein. Tu vois, je sais pas, j'ai vu leur premier match, pas fou. Deuxième match, pas fou, mais mieux. Et là, troisième match, Sachant pas que mal. le premier Neymar. match face à la Suisse, ça joue quand même sur un petit coup du sort, tu vois. C'est bah, ils jouent une mi-temps sur les deux, Et quoi. on Ouais, parle pas mais du sensation. deuxième match où il Et marque ouais, à le pan- 92e, le pan- 94e. Si, si, ouais, si, mais si, en ayant 15 occasions franches. Ouais, bien sûr, mais ils les mettent pas. Tu Ils les- vois, ouais, non, mais bien sûr l'Allemagne qu'ils fait la les- même chose, ils sont éliminés. Ils les mettent pas, mais après derrière ils régalent face à. Ils sont en roue libre après. Ouais, Sur ouais, le non, troisième mais match, c'est- ils sont en roue libre. ils sont très bons. Il y a un truc qu'il faut noter aussi, c'est qu'au Mexique, il y a Ochoa. C'est assez incroyable ce genre de joueur qui ne brille qu'en Coupe du Monde. c'est clair. C'est fou, je trouve. Mais est-ce qu'il brille vraiment? En fait, c'est la question qu'on Ah, se si, posait ouais, avec le quand la même, dernière fois. quand même. Non, mais c'est son style spectaculaire. Est-ce que Non, son pas style que. spectaculaire fait pas que. Les gardiens mexicains ont toujours été, tu ont vois, toujours Il brillé, brille ont pas, toujours été non, mais en plus, spectaculaires. il brille pas qu'en Coupe du Monde. Il était à l'anniversaire de Chicharito 3 semaines avant. Il a brillé. dans Va la demander à piscine. nos amis là, tu vois, s'il brille qu'en Coupe du Monde. Il a brillé. En Alors, tour de partouze table. aussi avant la Coupe du Monde, pardon. Ah, il était dans le coup. Bah, il était dans le coup, tu vois. C'est exactement ça Dans dont le je cul. parlais. Pardon, excuse-moi. Non, Avec non. l'anniversaire de Chicharito, c'était ça. Ah, c'était l'anniv, je savais pas que c'était pour l'anniv. Sympa les annives des mecs. Attends, on a vu des beaux annives à la First Team, mais je pense que c'est pas mal au Mexique aussi. Hein. Ouais, bon, on va leur laisser cela par contre. hein. Non, non, mais- C'est vrai qu'on a vu de beaux annives. Le tour de table, Brésil-Mexique, à vous vos pronos, surprise, pas surprise. Le Brésil au bout du rouleau après ce huitième de finale lundi après-midi. 2-1 pour le Brésil. 2-1 pour le Brésil. Putain, merde, 2-1 pour le Brésil dans un match d'anthologie. Ouais, grave. 2-0, moi j'irais pour le Brésil. Il faut dire 2-1 apparemment. Donc, on va dire 2-1. Lundi soir, on arrive à lundi soir. La suite de cette Coupe du Monde, ces huitièmes de finale, c'est Belgique-Japon. Au Japon, qualifié in extremis au carton jaune, comme par hasard. J'ai mal pour mes amis sénégalais quand Ah même. oui, ça c'est Qu'on sûr. fait. Alors, tu vois, hier, on disait est-ce que finalement le Sénégal a raté sa Coupe du Monde? Tu nous disais ouais, ils doivent gagner ou pas perdre en tout cas, et ils passent pas, ils perdent, donc pour toi c'est raté. Putain, on a vu une fraîcheur quand même, on a vu une discipline, t'en parlais. Putain, moi j'ai eu mal au cœur. Ouais, mais j'ai eu mal au En fait, cœur il est hier. saoulé avec fraîcheur, ils mon sont- gars. Tu vois, c'est comme pour l'équipe de France. Moi, j'aime les résultats. Mec, le Sénégal, à les cartes en main, tu ne perds pas, tu passes en huitième, tu sors. Mais oui, Est-ce parce que. que- Mais oui, Attends, passer ton cœur, au bout Thomas. d'un moment, Oui, hier, passer ton hier, cœur. j'étais avec ma pote sénégalaise, t'étais là hier, tu crois qu'à la fin, elle s'est dit, oh la fraîcheur, gros, elle a le seum, elle est Ah bah, dégoûtée. bah oui. Elle cherche une Ah oui. fraîcheur, mais. Oui, mais voilà, dans le donc, ça, c'est football. ça, au bout d'un moment, j'aime bien les histoires de oui, gros, le Sénégal a les cartes en main, doit se qualifier, ne se qualifie Mais pas. c'est comme le basta. Maroc. Les Sénégalais C'est sont pas là à se dire, oh, on était bon quand même sur le deuxième match de la 20e minute à 30e minute, on s'en bat les couilles. C'est encore pire que le Maroc en définitive, parce que si leur gardien il fait pas la boulette là contre, Mais bien sûr. contre le Japon, voilà. Et alors juste un truc, et ça vaut pour tous les clubs africains, et pourtant c'est bizarre, le Sénégal et Aucun l'équipe- club africain. Non, aucun pays équipe, africain. pardon, pour toutes les équipes africaines sur cette Coupe du Monde. Et pourtant, le Sénégal était tactiquement, pour moi, la mieux en place. Mais qu'est-ce qu'il y a d'erreur sur coup de pied arrêté? oui. Hier, le but qu'ils encaissent sur le corner, regardez du l'attitude 13. du mec au Mais premier oui. poteau. J'ai jamais vu ça. Je te jure, même Mais t'as chez les U13, tu fais ça, le gars, il te fait faire 50 pompes, tu vois, pour que tu t'arrêtes Gros, de le faire gars ce qui a genre de marqué, truc, il quoi. a pris 15 mètres Il est- d'élan et il a mis tout ce qu'il avait, une vraie Attends, tête. l'autre au bout d'un premier moment, poteau, il est accoudé. pas un gars qui Il est le- au bar, mon gars. Il est au premier bien poteau, sûr. il est au bar, peinard et tout, etc. On aurait Et dit je un crois coupier que défensif brésilien. mais clairement, et 80, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que 90% des buts encaissés par les équipes africaines dans cette Coupe du Monde, c'est sur coup de pied arrêté. Donc il va falloir quand même commencer à se poser des questions. Belgique-Japon, lundi soir, la Belgique qui fait figure, après cette phase de poule, de favoris parmi les favoris de cette Coupe du Monde parce qu'ils ont été bons. Alors est-ce que leur groupe était archi faible et les huitièmes des finales, ça va être une épreuve? Ou est-ce que, en effet, la Belgique, ça y est, est au rendez-vous de cette Coupe du Monde et va sans problème disposer du Japon? Groupe faible et casser des gueules, quoi. Pas groupe faible, il y a l'Angleterre. Il y a l'Angleterre. Mais, Ils ont joué le jeu face à l'Angleterre. Belgique Belgique B, B. hein. Oui, Belgique B, ouais. bah, c'est Belgique vrai. B, moi, ce que je vois, c'est que leur gros match, il est en quart de finale. Il faut qu'ils s'assurent d'être tranquilles sur ce huitième. Et ensuite, c'est le Brésil en quart. Et c'est là qu'on verra si cette équipe est capable de faire de grandes choses. C'est pas sur un huitième contre le Japon. Ils se font sortir, c'est une catastrophe. Oui, et je serais le premier. Enfin, Ouais. on pourra ressortir la petite vidéo de la dernière fois où je disais qu'ils allaient faire sortir en huitième ou en quart. Parce que les équipes qui régalent en poule, on les connaît, mon gars. Quand il faut se faire sortir, et ben, c'est toujours les premières. Petit commentaire d'Epa Oz sur le stream en commentaire puisqu'on est en direct. C'est chaud, aucune équipe africaine en huitième. Assez étonné. C'est rare, hein, c'est assez rare. C'est assez rare en effet. D'habitude, il y en a une, là il y en a zéro. Mais bon, après, quand on a vu certaines prestations,
Ça se joue parfois pas à grand-chose, mais ça se joue aussi Il y a à des fragilités. Il y a un article dans l'équipe qui justement sort cette stat. Donc aucune des 5 équipes africaines en huitième de finale. Dommage, mais chacun son histoire quand même. Hein. Le Sénégal n'est pas passé loin, mais ils n'ont pas tous fait la même Coupe du Monde. Voilà. Le Maroc s'élimine d'entrée en perdant contre l'Iran. Enfin voilà, chaque équipe, on peut pas tous les mettre dans le Et même des sac. fragilités différentes selon les pays. C'est vraiment pas les mêmes histoires. Mardi. On peut dire juste que le Japon, on a souvent présenté le Japon comme une équipe technique. Là, c'est vraiment une équipe athlétique. Hein. Oui, Techniquement, c'est pas complètement fou et on souhaite qu'ils sortent en huitième. Ils se sont fait malmener face à la Pologne qui était au bout du rouleau. Je sais pas dans quelle année, dans quel état ils vont arriver nos amis japonais. Ils n'étaient pas contents le sélectionneur. C'est finalement toujours compliqué de jouer contre les équipes qui sont déjà éliminées, qui veulent briller pour leur dernier match et profiter du mondial. Elles sont libérées et souvent ça donne ce type de match. Après Belgique-Japon, rendez-vous mardi après-midi pour la dernière journée des huitièmes de finale. Suède-Suisse, le match où on a envie de faire la sieste. On se dit que s'il faut faire l'impasse, c'est peut-être celui-là, parce que Suède-Suisse, ça fait pas rêver tout le monde. 5 buts pour, 2 buts contre pour la Suède. Les mêmes attaques, la défense de la Suisse qui en a pris 4. Mardi 16h, ce rendez-vous. Bon, on passe assez rapidement. Qui vous voyez favori dans cette rencontre? Moi, je pense que c'est la Suède qui va passer, même si la Suisse part favori, parce que la Suède, quand tu regardes le parcours de la Suède, c'est assez chaotique. En phase de groupe, ils se qualifient grâce à Lloris, parce que les Pays-Bas, du coup, n'assurent pas derrière. Ils passent l'Italie sur une confrontation qui était quand même assez tumultueuse. Et là, en phase de groupe, ils s'en sortent aussi de manière miraculeuse. Premier encore. C'est incroyable qu'ils finissent premier. Je pense que du coup, ça a forgé un groupe. Et puis derrière, il y a quand même de bons talents dans cette équipe, un collectif bien huilé. Je les vois gagner face à la Suisse. Je rebondis parce que ça me fait plaisir ce que tu dis. C'est que toute sa carrière, j'ai trouvé que l'impact de Zlatan était uniquement individuel, malgré ses passes décisives, malgré ses buts, et qu'il ne permettait pas à ses coéquipiers de devenir de bons joueurs et de s'exprimer collectivement. Il les rabaissait. Et on le voit avec cette Suède. Pendant 10 piges, il y a eu Zlatan, il n'y a rien eu. Et là, aujourd'hui, ils sont sans lui. Ils sont archi moins bons sur le papier. Et pourtant, ils vont plus loin. C'est le syndrome Messi, c'est le syndrome LeBron. On regarde le meilleur joueur. Messi, on joue pour lui. Messi, il fait gagner ses équipes. Non, mais c'est dans le sens, on joue tous pour lui, quitte à phagocyter tout le reste. Et ça, tu as raison en soi. Maintenant, moi jamais je me dis qu'une équipe avec Braithwaite dans les titulaires va aller en quart de finale. J'espère pas. Il est danois, c'est ce que je voulais dire. Non, par contre la Suisse, l'homme qui ne se démonte jamais. Sommer est un super gardien. Le meilleur de la phase des poules peut-être. Vous avez un super, vous avez Shaqiri qui est top. Moi je vois la Suisse clairement atteindre les quarts de finale en triomphant quelque part, tu vois, parce que ce serait déjà une super perf. Et il y a un état d'esprit qui a été insufflé par Petkovic, le sélectionneur suisse, qui a ragé de l'élimination en 2006 contre l'Ukraine, où la Suisse s'est comportée comme une petite équipe. Même chose en 2014 contre, je me rappelle plus contre qui ils se font sortir, mais bon pareil, ils se font sortir contre l'Argentine justement au tir au but, ils dominent tout le match et ils se font sortir au tir au but. Moi je pense que la Suisse a vraiment une occasion d'aller en quart de finale, rêver en tout cas face à la Suède. Et il y a des garçons qui ont élevé leur niveau de jeu, qu'on n'a pas vu très bon cette saison, qui n'ont pas beaucoup joué avec leur club aussi également, mais qui là en sélection régalent. Ils sont de vrais leaders de leur sélection. Exactement. La Nati. Donc, toi, tu vois la Suisse. J'espère la Suisse, en fait, pour tout te dire. Je les ai trouvés très solides, très sérieux. Et comme tu disais, Petkovic a mis vraiment. Je trouve que c'est une équipe solide, qui n'est pas forcément une très talentueuse, mais solide. 2-0 pour Max, je te rejoins. Moi, pour trouver un poil d'équilibre, je vais dire la Suède après un match très serré. Fin des huitièmes de finale avec un match où on se dit que ça va être ouvert, que ça va être plaisant, qu'on va se régaler. L'incertitude, malheureusement, James Rodriguez peut-être pas là. Colombie, Angleterre, on peut revoir le tableau de ces huitièmes si vous l'avez sous le coude. Avec ce Colombie-Angleterre, mardi soir, on se dit qu'à 20h, il va y avoir le feu d'artifice pour terminer ces huitièmes de finale. La Colombie qui nous a fait plaisir en poule, même si ça a été la lutte. L'Angleterre qualifiée au bout de 2 matchs. Je le répète, dans un groupe que j'ai trouvé le plus faible. Pour autant, 2 équipes faibles, Tunisie et Panama. Colombie-Angleterre, ça c'est tant attendu. Thomas, qu'est-ce que tu vois comme match? Un super match. Déjà c'est le dernier huitième, donc on sera tous devant. C'est le soir, évidemment. Et j'ai l'impression qu'on a 2 équipes qui ont envie de jouer au ballon, qui sont plutôt dans une envie d'aller de l'avant. Tu vois, l'Angleterre, moi, m'a plutôt surpris, entre guillemets, parce qu'ils ont mis beaucoup de buts. Bon, il y a le match contre le Panama, mais Harry Kane a été très fort. Il y a pas mal de joueurs qui se découvrent côté anglais. Et puis, à Colombie, il y a énormément de talent. Moi, le trio Rames, Falcao, Quintero, franchement, on a été... Plus Cuadrado. Exactement. Donc du coup, tu es dans un match qui pourrait être ouvert, qui pourrait être très sympa. On pourrait avoir une orgie de buts sur ce match-là. Et surtout sur le match contre le Sénégal, tu te rends compte que le Sénégal joue tactiquement bien le coup parce qu'il coupe complètement les côtés, chose qu'avait pas du tout fait la Pologne et c'est pour ça qu'ils ont pris l'eau.
Et à un moment donné, tu regardes le match, tu dis putain, mais la Colombie, ils vont pas trouver de solution parce que ça passe que par les côtés. Et Rames étant sorti, tu dis comment ils vont s'en sortir. Et ben finalement, ils le gagnent, ils se qualifient. Alors que et c'est la seule équipe qualifiée en huitième de finale après avoir perdu son premier match en match d'entrée, on va dire, dans cette Coupe du Monde. Donc elle est talentueuse, elle est solide, elle est rigoureuse cette équipe. Elle a des couilles. Parce Elle que régale, le début, franchement, la elle Coupe régale. du Monde, elle commence au bout de 7 minutes, ils sont à 10. Ils sont à 10, ils ont ouais. pris un mec en rouge, ils sont menés à 0. Je pense que tu peux pas faire pire et tu peux très vite couler et ils sont revenus de l'entre les morts vraiment. Et du coup, ils sont en huitième et tu vois, on parle souvent de il se passe quelque chose qui crée, qui consolide un groupe. Bien sûr. Là, clairement, eux, ils sortent tellement de. Au bout de 10 minutes, t'as l'impression que leur Coupe du Monde elle est finie. Ils sont en huitième face à l'Angleterre et je pense qu'ils peuvent les jouer les yeux dans les yeux. Moi, je trouve que vraiment, on survend trop ce match parce que l'affiche est belle. La Colombie ne m'a pas du tout régalé en phase de groupe. Ils ont eu un groupe qui était extrêmement moyen. C'est certainement le groupe le plus faible de la Coupe du Monde. Ils s'en sortent un peu miraculeusement parce qu'ils loupent leur premier match. Hier, au début de match, on siffle pas le penalty contre Davinson Sanchez. Franchement, ça aurait pu être sifflé et ça aurait pu être un tout autre. Sans la vidéo, oui, mais avec la vidéo. Oh là On là. voit que le talon est sur le. C'est un On va vrai faire une débat. émission là-dessus, Il les faut amis. rendre en 17h. Il va falloir faire une émission là-dessus. Hein. Non, mais en tout cas, je trouve que la Colombie n'a pas été tranchante. L'Angleterre a été séduisante face au Panama et face à la Tunisie. Hier, face à la Belgique, ils ont décidé de ne pas jouer. Donc, Et Rashford, il a décidé de pas marquer, donc ça fait un peu beaucoup. Quoi. ouais. Non, moi je m'attends vraiment à un match pas si terrible que ça au final et peut-être un match nul qui va se décanter après en Bon, le prolongation. tir au but. rabat-joie, merci. Écoute, nous, En on tout cas, veut le s'emballer tableau il est sur ce ouvert. match. Hein. Pour le vainqueur de cette équipe, le tableau est On peut revoir le ouvert, hein. tableau. En même temps, on fait nos petits pronos sur Colombie, Regarde ça. Angleterre, chacun de notre Eh côté. On voit le tableau de ces huitièmes. Il est ouvert. Il y aura forcément. On se dit qu'il y aura l'Espagne, donc oui, il est un peu plus ouvert que là-haut, Beaucoup mais plus ce ouvert, sera ouais. compliqué. Oui, oui, oui. Elle a en Russie, effet, Danemark, oui, Suède, Suisse. Ouais. Ah, on est Colombie, dans un Angleterre, état. alors. Si on est champion du monde, les gars, je pense qu'on fait un parcours exceptionnel. oui. Colombie, Angleterre. Colombie, moi je dirais Colombie. Colombie, ouais. Moi, je mets Angleterre. Allez, moi je vois l'Angleterre. Ah ouais, Moi, je vois vous tous l'Angleterre. l'Angleterre. Ouais, je vois Angleterre, même si je l'Angleterre. préfère que la Colombie gagne, parce suis étonné, les qu'on gars. a vu hier avec Thomas, on était dans un endroit très sympa que quand la Colombie gagne, il y a plein de Colombiennes contentes. Et c'est toujours sympa. Les Anglaises, c'est pas les dernières. Et c'est toujours, alors que les Anglaises, bon, qu'elles sont contentes, elles sont déjà saoules, bon, c'est un peu relou. Beaucoup de maillots de la Colombie, c'est vrai, à Paris, là, autour de nous. Ça brille. Une petite, je réponds à Zuc La Machine. Ouais, ça va, Je réponds à Zuc Machine dans les commentaires qui dit arrête, la Tunisie, c'est pas aussi faible. Je peux te le dire, des infos Ah, si, c'est internes au faible. groupe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France côté tunisien et ils ont témoigné, ça va pas du tout dans le groupe. Ils ont vécu une Coupe du Monde de merde et je peux te dire que même eux, ils sont pas fiers du travail qui a été réalisé. Donc c'est pour ça qu'on juge de cette façon la Tunisie. Tout de suite, comme d'habitude. À la fin de chaque débat de toute la saison de cette classe foot, il y a toujours eu une chose immuable. Le récap de la semaine vu des réseaux sociaux, c'est signé Oh My Goal, le zapping. Aí a galera que é pé quente aí, dá um oi! Quem que é pé quente, porra? Respeita nós, respeita a nossa história, porra! Waouh. On les brûle? Hein? On les brûle? Ouais.
And off he leaps, he's now on the field. Oh dear. We're close, we're getting close. Ronny, Boss Libar, Ronny, ça fait toujours plaisir. On est en direct comme de chaque vendredi midi. C'est la classe foot de la First Team. On se retrouve en replay sur la chaîne YouTube First Team comme d'habitude. Et puis demain, en direct également avant match, après match France-Argentine sur le stream, chez Oh My Goal sur la page Facebook et bien sûr sur la chaîne YouTube First Team. Il y aura Nicolas Maurice-Belay, ce joueur que vous connaissez, passé notamment par Bordeaux, qui sera en plateau avec aussi, nous. faut pas l'oublier. Et par Sedan. L'un des meilleurs dribbleurs du championnat de France, fut un temps. Pas le plus grand Putain, débuteur, par contre. Putain. Allez, sortez vos Dribbleur, c'est cahiers, bien. sortez vos stylos, sortez vos tablettes, parce qu'il y a tout de suite l'interrogation surprise pour terminer cette émission. Une petite goulayée. Et je suis prêt. Musique d'ambiance. On peut rappeler le score du précédent quiz. Non, On désolé. ne rappelle pas les scores des quiz. C'était notre match. C'est un C'était autre notre match. On ne match. rappelle pas les scores des quiz, Manu, pour une seule et bonne raison, qu'ils vont passer tous sous huissier à la fin de la saison, parce qu'il y a eu apparemment des problèmes de comptabilité. Oh non. On verra ça. En tout cas, sachez-le, aujourd'hui, j'ai récupéré, grâce à cette boîte magique que vous voyez ici, allez les bleus, le quiz, les 250 questions, etc. Je vous ai récupéré des QCM équipe de France. Alors, il va y avoir d'abord 3 questions par équipe pour prendre des points, et ensuite vous vous affrontez sur 6 autres questions Parfait. en vitesse. Génial. Donc, tout de suite, on démarre avec des questions pour Max et pour Tom, qui sont celles-ci. Donc, questions à choix multiples. Ne vous emballez pas tout de suite, parce que toute phrase prononcée vous éliminera un des deux. Ok. Quel joueur compte le plus de sélections en équipe A? Pascal Chimbonda, Didier Deschamps, Zinedine Zidane ou Lilian Thuram? Lilian Thuram. Lilian Thuram. Bonne réponse. 1 point pour Max et Tom. Pascal Chimbonda, très bonne blague en tout cas. hein. Bravo au gars qui a On écrit arrive, les on arrive, questions. on arrive. 45 sélections, mais aucune Coupe du Monde. Est-ce Cyril Pouget, Franck Ribéry, Eric Cantona ou Jean-Pierre Papin? Wow. On hésite. C'est pour vous, c'est toujours pour vous. C'est Attends, toujours pour vous. attends. 3 questions. 45 sélections. 45 Et aucune sélections, Coupe du aucune Monde, Coupe du Monde. Jouer ou gagner? Aucune Coupe Jouer, du Monde aucune Coupe jouée. du Monde jouée, gagné. Bah, Bien de toute façon, sûr. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Canto. Canto ou Papin. Hein. Je dirais Canto. Vas-y. Attendez, 45 les gars. sélections. Canto. Ah ouais, Canto. Vous avez Après, appuyé, c'est la c'est Coupe bon du Monde au Brésil. Papa Au Mexique en Ah, mais t'es 86. pas obligé de leur donner les réponses. Ah oui, c'est Il vrai. l'avait, c'est il vrai, l'avait. c'est Vous vrai. avez dit Canto. quoi? Canto, Canto. Canto, bonne vrai, réponse. c'est vrai. Deux petits points. En finale de l'Euro 84 contre l'Espagne, qui a marqué le second but français à la 90e minute? Michel Platini, Luis Fernandez ou Bruno Bellone? Bellone. Il est bon, il est bon. Là. 3 Sur un points. contre, Ah, un respecte petit un peu. balle piqué au calme, Il frère. est bon, il est bon. Joli Regarde- piqué. Regardez, Ouais, très beau but, regardez. très beau but. Dans les Beau commentaires, sourire. ils n'ont pas tous la bonne réponse. Aïe, 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 ça vous élimine. Et déjà 3-0, les gars, faut se réveiller. Belle entame. Hein. Le mec a pas compris. Alors, pour vous, Manu et Erwan, quel est le seul joueur français à avoir disputé 4 Coupes du Monde? Michel Platini, Raymond Coppa, Thierry Henry ou Thierry Roland? Attends, tac, tac. Je dirais Thierry. Attends. Henri, Ah, il galère, vous l'avez? Vous l'avez? Moi, je l'ai, ouais. Il Il est est pas pas sélectionné. sélectionné. Il est pas sélectionné. c'est Thierry Roland. C'est Thierry Roland. Bah oui. C'est le seul. Copa? Non. Vous êtes sûr? Mais on est des ouf. Ouais, non, non, Mais non, non. c'est Eh, Platini. vous êtes Thierry des ouf. Henry? Mais non, Thierry Il Henry, joue en il 2018, joue pas en il est 2010. Vous rigolez que si, il a un nice Ouais. Il joue Ah, quel ouais. match? Mais gros, Mais il est là, oui. il est dans les 23. Mais il joue pas de Mais match si, en parce que- 2010. Mais si, il est dedans, il est dans le groupe. Si, si. Mais il est dans le Il est groupe et il pris, joue il est pas. pris sur les Contre titulaires. le et- Mexique, il fait jouer Cissé On contre s'en le fout, il dernier est dans le match. groupe. Il est dans le Coupe du groupe. Monde. ok. Ah, moi je croyais que c'était jouer une Coupe Non, du non, Monde. non, non. Oh, arrête, Manu, arrête. Ah arrête. non, gros, Non, jouer Regarde, une Coupe du voilà, Monde. 2010. ça. Moi, je suis persuadé Avec le qu'il était maillot. pas. Je suis persuadé qu'il était pas Mais si, sélectionné. même Domenech le il prend comme un il le prof, prend, mais le- il le fait pas jouer sur les Voilà. trois matchs. Bah, pas mais ça, joué. c'est pas grave. Et si Ah, t'es- moi, c'est comme ça que j'ai Enfin, compris ça la fait question. 0. Hein. Ça fait C'est 0. pas grave. Ça fait Thierry 0, Roland, il a je fait suis, beaucoup je suis plus, hein. confus, mais Ouais, du monde. 12, je crois. C'est vrai. Ouais, ça doit être ça. en 12 effet. Coupes du Monde. Bah ouais, 40 piges, gros, il est là. hein. En qualification pour l'Euro 96, la France a réalisé le plus gros carton de son histoire. L'Azerbaïdjan. 10-0 contre qui? L'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, bonne réponse. 1 point. 3-1. Et enfin, pour participer à cette phase de poule, quel joueur a porté le brassard le plus souvent? Didier Deschamps, Marcel Desailly, Franck Jurietti ou Hugo Lloris? Hugo Lloris. Hugo Lloris.
Ah bon? Je crois, ouais. T'es sûr de C'est ça? sorti, la stat est sortie cette semaine, c'est Bon, Loris, bah, vas-y. il me semble. Bonne réponse de Bah, Manu. 3-2. Chapeau, C'est fou, les hein. gars, pour cette Ça date de première l'Euro phase de 2016 poule. même, je crois. Ouais. Vous restez à un point en embuscade, juste Mais oui, on est derrière un match de Max et traînard. Tom. Ah non, Ils c'est- sont là, il vaut c'est- mieux être c'est- juste derrière pour monter dans la pente, dans le Mont Ventoux, comme l'aime Paul Harrer. C'est bientôt ton tour de France, Paul Harrer. Régale-toi. Alors, on part désormais sur des épreuves de vitesse, mais en fait, comme c'est QCM, vous allez galérer un petit peu. Donc attendez mes réponses pour Bien sûr, plonger, pour parce que actionner, sinon vous allez dire n'importe quoi. On peut pas jouer à la rapidité. Là, on la joue à la rapidité, mais attendez la fin. Voilà, si Bah, vous... Si... Ah gros, parce que moi, ton histoire est bizarre. Hein. Si j'entends la réponse sur le premier truc, je vais le dire. Hein. Vas-y, Allez, vas-y. Mais est-ce qu'on a Tu serais éliminé, une sinon. seule réponse par équipe? Ok. Ah oui, oui. C'est voilà, une Tu seule parles que ça me réponse. stresse ce que tu fais, Griezmann. Une seule, J'ai l'impression que tu lui fais une permanente et que tu lui fais un massage de tête. Une On va te seule demander une réponse. finition, tu vas pas comprendre. une seule réponse par personne. Hein. Bien sûr. Quand eut lieu le premier match international de l'équipe de France? Le 3 décembre 1899, le 24 avril 1901 ou le 1er mai 1904? 99 contre la Belgique. 1899 contre la Belgique. 1901 pour nous, je pense. 1901. Ouais. Faut pas en- Max, toi t'étais né. C'est quoi, la... Oh non. c'est quoi la 1901. deuxième proposition? 1901, 1899 ou 1904? 1901, vas-y. Aucune bonne réponse, c'est 1904. Oh J'allais non, dire ça. mais c'était la Belgique. Tu vois? Certainement. Ouais, mais c'était pas la question, surtout. Bravo Manu, bravo Manu. On aurait pu filer un demi-point, mais il n'y a pas de demi-point ici. Les moustaches. On n'a pas la touche virgule sur le clavier. Dommage. Autre question. Combien de médailles d'or olympiques ont été obtenues par les Bleus? 1, 2, 3, 4. Une, ouais. Ouais, 84. Rapidité. C'était une- ah, c'était- c'était ça. Égalisation. Une. Égalisation d'Erwan Labotrette. C'est Et C'est à de- Los Angeles, c'est ça? 84 Ouais. Los Angeles. JO de Los Angeles. Belle année 1984. 84 pour l'équipe de France. hein. Ouais. Et c'est Henri Mille, non. Non, ben non. Ah mais non, Émile, non, il j'ai est- n'importe il est quoi. Oui, sélectionneur. oui, non, n'importe En quoi. quelle pardon. année l'équipe de France a remporté le championnat d'Europe des nations espoirs? 91, 93, 2009 ou 1988? Attends, 91, Wow. 93, t'as dit 91, 93. L'Euro espoir oh, 91. remporté par la France, 91, 93, 2009 ou 88? 2009, c'est quoi? non, tu crois? Vas-y, 2009. dis un truc, hein. C'est faux. 88. Bonne réponse. Putain, c'est Thomas notre Dufranc, génération. 4-3. Je m'en souviens bien. Oh, il y a Guérin, regarde. Regardez les beaux maillots. Ouais, incroyable. Non. Incroyable. 80. Et il y avait, Vincent Guérin, ah, la Laurent belle Blanc, ganache. Laurent l'ancien coach du LOSC et joueur de l'OM. Galtier. Ah oui, Galtier à gauche, là. Comment il s'appelle Galtier, le copain de Bielsa, là, mince, j'oublie. Passy. Passy, Franck Ouais, Passy, merci. ouais. Le match était sur SFR Sport, c'était Putain, super sympa. Le français Juste Fontaine détient toujours le record de buts 13. en une Coupe du Monde. Erwan Labotrette, chapeau. putain. Bien joué, bien joué. Ouais. Bravo l'artiste. Égalisation. Non, sur Juste Fontaine, il n'y a pas 60 questions à poser. Hein. Égalisation. Ah, le juste Bravo. régal. La régie. Très bien habillé. Quel joueur détient le record de buts marqués avec l'équipe de France? Piquion, Henri. Papin, Henri, Henri, Benzema. Si, si. C'est Emmanuel. Ah, oui, C'est oui. C'est Max. c'est Maxime Max, Orbet. Max. C'est Maxime Orbet, excuse-moi. Problème d'oreille, d'acouphène certainement. Ça se soigne, les Iriens. 5-4 pour Max et Tom. En 1985, très belle année, hein, je le souligne, la France remporte la Coupe intercontinentale des nations. Quel était l'adversaire? Brésil. Argentine, Uruguay, Brésil ou île Féroé? Il a, Eh oui, il a l'île dit Féroé. Brésil, Thomas, donc ça l'élimine. Hein. Génération dorée de l'île Féroé. Hein. J'irai l'Argentine, ça colle à l'actu. Ni l'un ni l'autre. Donc, tu as dit Non, lui, il a dit le Brésil là-bas. Argentine Toi, tu dis ici. quoi, toi, Max? Bah, je dis Brésil. T'as dit Brésil. Mm. Tu ne prends pas le point. C'est Personne ne prend le point, Non, c'était non. l'Uruguay. Personne ne prend le point. On reste à 5-4 pour Max et Tom. Eh B. Uruguay, France championne qui remporte la Coupe intercontinentale des nations. Ça existait à l'époque en 85. C'est quoi l'ancienne confédération? Ouais, sûrement. Ouais. Après, c'est 12 me souviens questions. pas. Il y a Je me donc 5-4. C'est hyper serré. Et voilà. 2 qui suis-je pour terminer l'émission. En plus, on est à la Bourge Fonce. Allez, salut. Salut tout le monde. Je cherche du taf. Le foot ne m'a pas permis d'arrêter tout une fois la retraite. J'ai pourtant 226 matchs en Ligue 1 à mon actif. Une sélection en bleu, une défaite contre l'Australie. Ouais, j'ai porté la poisse depuis, on ne m'a jamais repris. La honte. C'était lors de la Coupe des Confédérations Camara. 2001. Je suis rentré à la Jaunelière à l'âge de 13 ans. C'était la voie royale qui vise. Carrière? Non. Défenseur, ça n'a jamais fait rêver personne. Alors à 41 Gilet, ans, Nicolas je me Gilet. suis mis Non. au Mais non. foot-golf. Nicolas Gilet, chapeau Emmanuel Nicolas Moine. Gilet. Bah oui, si, Nantes. Nicolas. Bah oui, Nicolas Gilet, il joue la Coupe des Wow. Confédérations Oh, 2001, je crois. l'ancienneté. J'étais un Nicolas vrai bon Gilet, défenseur de gros. Ligue 1, Ah 4 ouais. clubs dans ma carrière, 4 clubs français, les langues Lens. étrangères pas pour moi. J'ai fini en Ligue 2, peu de cartons jaunes, peu de rouges. J'ai été champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion de Ligue 2 avec Le Havre. Nicolas Gilet, chapeau Emmanuel Moine. Ça Totalement. fait 6-4. Erwan et Manu sont rodés. Ils surfent sur leur victoire C'est ça. de la semaine dernière.
Chapeau. Je crois qu'il y a 5-5 même. Hein. Allez, 5-5, ouais. Bah non, parce que ça compte Si, 12. 5-5, Ah, 5-5, 5-5, j'ai été sur un 6-4. Non, mais vrai, il reste un qui suit, et voilà. Ah, ok. Comme par super. hasard, rien n'est scénarisé dans cette émission, mais tout tombe parfaitement. Qui suis-je? Nos Arnaud parti. Noir, nos parties, il est dur. Depuis le début Je de suis l'émission, champion je me d'Europe régale. des moins de 19 ans en 97, vainqueur de la Coupe de la Ligue au cœur de ma carrière, vainqueur de la Coupe de France, champion de France. J'ai joué avec les meilleurs. Djorkaeff, Corridon, Tony Vérel, Cyril Roll, Zamorano, Rigobert Song, Seydou Keita, Coé, Benoît Coé. Roquet Junior, Didier Domi, Roberto Baggio, Ronaldo, Pep Bergomi, Andrea Pirlo, Varmus. Bravo. Cyril Roll, Angloma Non. Varmus. Non, non, vas-y, écoute. Non. Putain, c'est Sédou Keita, Diego Simeone, Ronaldo, je l'ai déjà dit, je peux redire Didier Domi, je parle plein de langues. Jocelyn, non, c'est un truc comme ça, non? Jocelyn Blanchard, non. Ah, Blanchard, c'est pas Je parle énormément de langues. Ça fait de moi aujourd'hui, à 39 ans, un adjoint hors pair. J'ai aussi une sélection seulement en bleu. J'ai participé à la Coupe des Confédérations 2001 avec Nicolas Gillet. Ah, Camara, Zoumana Camara. Zoumana Ah, Camara. bah oui, Bah oui. Bravo, bravo. Zoumana Camara. Ah, j'étais. Oh, Je l'ai dit bravo. camarade d'entrée. Hein. Mais je l'ai Eh dit oui. sur la précédente Ah, quiz. d'accord. en fait. Sur l'autre question. Ouais, sur Zoumana, bravo. sur l'autre bizarre, quiz. Sur l'autre Non, non, quiz, non, il l'a non, dit. non, Bravo, arrêtez, bravo, bravo, arrêtez les bravo. gars. Voilà, voilà, voilà. Respectez-moi quand Vraie même. carrière, Zoumana. Vraie Vraie carrière. carrière Zoumana, Nicolas Ouais, Gillet crâne pour aussi. C'est qui suis-je. Bravo à vous pour ce quiz, vous avez été très bons, messieurs. à nouveau. Bravo Manu. Et aussi Bon. pour cette Elle reste à la review. maison, le On frère. la ressort, hein. Oh, il a On la sorti, ressort, Bravo, les gars. bravo, les gars. Bravo, Il a bravo, sorti bravo. la coupe. Bravo pour Ah non, vous la ce... donne. Bravo pour cette preview, 8e de finale, on s'est régalé. Rendez-vous en direct avec la First Team et Nicolas Maurice Bellet, invité spécial demain avant les matchs, 1 heure, après le match, 1 heure ou plus selon ce qui se passe en direct, le stream Oh My Goal Facebook et bien sûr la chaîne YouTube First Team. On s'est régalé, Thomas Dufan, Emmanuel Moine, Maxime Orbet, Erwan Abotrette. Merci la régie bien sûr, vous aviez du beau monde en régie, Damien, Sully, bien sûr il y avait qui, Polo, et puis vous aviez encore du monde. Une nouvelle réalisatrice. Margot. Margot, on t'embrasse bien sûr. Merci d'avoir suivi la classe foot encore une fois, toujours aussi nombreux. On s'est régalé. On vous souhaite un excellent vendredi sans foot. Regardez plusieurs fois l'émission du coup. Allez, bye bye. Merci, Tim.